Eh bien, bienvenue pour ce énième temps d'échange de l'après-midi. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. Ça va aller. Nous allons tenter d'aborder les questions de pédagogie par objectif et quel devenir de cette pédagogie par objectif pour demain. Je vous propose de commencer par un petit temps peut-être théorique, de poser la question à Jean-Michel. On parle de pédagogie d'objectifs dans les projets éducatifs, dans les projets pédagogiques, dans les projets d'animation. C'est un mot comme ça qui est qu'on retrouve dans tous les niveaux des projets. Jean-Michel, est-ce que tu peux nous expliquer d'où ça vient, voilà, depuis quand ça existe et qui l'a inventé pour introduire, pour qu'on ait une base de connaissances ensemble. Alors oui, je peux. Est-ce que tu veux? Oui, alors je vais essayer de tenir mon timing. On se donne quoi, 10 minutes, un quart d'heure max? Alors, je vais faire un résumé hyper rapide. Alors, je précise un élément dès le départ. Il y a longtemps, au début du siècle, quand les écolos ont été inventés, quand les patronages se sont généralisés, personne ne parlait de projet. Personne. Personne ne parlait de pédagogie par objectif. Ça n'existait pas. Je donne ça en introduction parce que ça veut dire qu'il est possible de faire autrement. Et je vais expliquer comment et quel chemin nous a amené à aujourd'hui être dans l'enfer du projet. Il n'y a pas un endroit où des gens en situation de vulnérabilité ou de pauvreté, dès lors qu'ils veulent avoir une aide, un appui, un soutien, etc., on ne leur demande pas un projet. Pour celles et ceux qui sont passés par les affres de Parcoursup, par exemple, on vous demande un projet de formation à 17 ans, vous devez expliquer pourquoi, quel métier, etc., etc. On vous demande ça en permanence. Quand quelqu'un qui est en situation de pauvreté souhaite effectivement pouvoir se réinsérer parce qu'un incident de la vie, on va lui demander un projet d'insertion, etc. Donc, on demande des projets. Alors, précisons 2 éléments. La pédagogie par objectif, puisque c'est de ça dont on parle, elle a 2 bases, 2 fondements majeurs. Le premier, c'est l'éducation nouvelle. Il y a un pédagogue de l'éducation nouvelle qui s'appelle De Crowley qui a inventé une pédagogie par objectif, une pédagogie par projet plutôt, qui permet, à partir des demandes des enfants, de construire des projets qui permettront à l'enfant de découvrir dans la réalisation de ce projet toute une série de choses qu'il va devoir faire. Donc si par exemple il veut construire quelque chose, il va découvrir à travers ce projet de construction des maths, du français, de la lecture, des bouquins, du plan, du dessin, etc., qui va lui permettre de créer quelque chose. Ça, c'est une des bases de la pédagogie par objectif. L'autre base de la pédagogie par objectif, elle est, à partir des années 50, grosso modo, un courant qui va apparaître, donc, qui est issu d'un psychologue qui s'appelle Carl Rogers, donc de la non-directivité. Alors, c'est pas lui qui amène la pédagogie par objectif, c'est quelqu'un qui a travaillé avec lui qui s'appelle Abraham Maslow, que vous connaissez tous pour cette abominable pyramide des besoins. Cette abominable pyramide des besoins, que c'est d'ailleurs pas Maslow qui l'a inventé, mais les disciples de Maslow, et que les disciples de Maslow ont récupéré ces travaux pour en faire des outils de management. Voilà. Donc, cette magnifique pyramide qu'on utilise pour présenter les besoins des enfants, c'est en fait un outil inventé par des managers pour manager les équipes dans l'industrie. Deuxième personne qui va amener cet élément-là, Kurt Lewin, psychologue américain, qui a fait ses premières études sur les centres de loisirs et sur les dynamiques de groupe dans les centres de loisirs, donc le milieu de l'animation dans les centres de loisirs américains, et qui va très vite se faire acheter par le MIT, donc l'université de technologie américaine, et qui va travailler sur le management. Et Kurt Lewin et les dynamiques de groupe et toutes ces questions qu'on voit aborder dans les bouquins d'animation dans les années 50, 60, le leadership, le rôle de l'animateur, quel est etc., c'est l'issue des travaux de Kurt Lewin. Et on parle de management de l'industrie. Quel est le fondement de Maslow, Kurt Lewin? C'est d'aller récupérer les travaux sur la méthodologie de projet. La méthodologie de projet qu'on vous a appris en BAFA, ce qui est quand même assez affolant, c'est qu'on apprend ça en BAFA. On apprend aux gens un truc que vous connaissez, qui est qu'on fait un diagnostic, on définit des objectifs, on trouve des moyens, on fait une évaluation,
et en fonction de si l'évaluation elle est bonne, on recommence le projet l'année suivante. Ça, c'est ce qu'on vous a appris en BAFA quand vous faites des projets d'animation. C'est ce qu'on apprend aux directeurs en BAFD pendant des heures et des heures et des heures et des heures de méthodologie de projet en BAFD sur qu'est-ce que c'est qu'un projet éducatif, qu'est-ce que c'est qu'un projet pédagogique, qu'est-ce que c'est qu'un projet d'animation. Un diagnostic, des objectifs, des moyens, une évaluation. Ce truc-là, c'est un outil de gestion. C'est un outil de l'ingénierie au service de l'industrie. Donc, on nous dit, dans l'animation, qu'on va travailler dans une pédagogie par objectif, qui est en fait l'utilisation de la méthodologie de projet, et qui est un outil qui permet de construire des objets de l'industrie. Ça a été inventé pour ça. Pas du tout, mais pas du tout, ni pour éduquer des gamins, ni pour jouer avec eux, ni pour les rencontrer, ni pour... Jamais. Ça a comme seule vocation que de produire. La méthodologie de projet est inventée pour une raison simple. L'industriel qui fait un produit, il veut savoir, avant de l'avoir construit, combien ça va coûter. Et la méthodologie de projet permet de le faire. Vous diagnostiquez, vous faites un marché, on dit un benchmark maintenant, vous faites du benchmark, vous définissez des objectifs de construction, etc. Vous définissez des moyens. Alors les moyens, c'est le matériel, les gens, le temps, etc. C'est tout ça, c'est ce qui coûte en fait les moyens. Et derrière, on va broder une évaluation qui permettra de dire tout ça, ça construit ça, et ça permet de dire que le produit, on va le vendre à temps. Ford, Henry, de son prénom, quand il construit les Ford T, il dit qu'il veut que le prix de sa voiture permette à ses ouvriers de l'acheter. Donc il veut, avant qu'on construise des voitures, savoir combien elles vont coûter pour être sûr qu'elles auront un prix qui permettra à ses ouvriers de l'acheter. C'est donc un outil économique de l'industrie. Et c'est cet outil-là qu'on nous amène dans les années 70 dans l'animation à travers une réforme, la création du BAFA en 1974. Et c'est là où c'est le croisement des deux. Pédagogie par objectif, méthodologie de projet, 1974, création du BAFA, on amène et l'éducation nouvelle et la méthodologie de projet, donc on sait comment les choses vont matcher, et ça permet de définir des objectifs en formation et d'avoir la garantie qu'en 7 jours, on arrivera à avoir des animateurs, et que ces mêmes animateurs seront formés à une pédagogie permettant de savoir quels sont les objectifs éducatifs de la colo sur une durée de 7 jours, de 14 jours, de 21 jours sur la colo. L'outil est absolument redoutable. Il fonctionne, la preuve, il est encore existant. Mais il fonctionne pour les organisateurs, pas pour les enfants. Donc ça, c'est l'élément qu'il faut avoir en tête, vraiment. Le 74, avant, on ne fonctionne jamais avec des objectifs, on ne fonctionne jamais avec de la méthodologie de projet, on ne fonctionne pas en pédagogie par objectif, on fonctionne avec d'autres outils. Qu'on connaît, de Crowley, on a une méthode, c'est une forme de pédagogie de projet, mais qui est... Le projet, il est à l'initiative de l'enfant, et c'est pas un projet qui est pensé par des adultes sur des enfants, qui est le principe de la méthodologie de projet. On utilise Corsac, les pédagogies des républiques d'enfants, etc., qui était le modèle généralisé dans les années 50. On utilise des pédagogies montessoriennes. On utilise des pédagogies freinées, coopératives. Toutes ces pédagogies-là n'utilisent jamais la méthodologie de projet. Jamais. Ça deviendra obligatoire dans les années 80. Texte du Code de la famille et de l'action sociale, le centre de loisirs est défini par son projet éducatif. Toujours pas l'écolo, dans les années 80. Donc, le centre de loisirs, notamment parce que c'est des politiques publiques et que les maires, ils veulent savoir combien va coûter le centre de loisirs parce que c'est le moment de la généralisation des centres de loisirs par les municipalités, qu'on veut savoir combien ça coûte et qu'on veut savoir quel retour il y a, etc., etc. Et la politique publique va imposer la méthodologie de projet. La méthodologie de projet deviendra non pas obligatoire, parce qu'elle ne l'est toujours pas. Dans les textes sur le projet éducatif et le projet pédagogique, on ne dit pas qu'on utilise de la méthodologie de projet, on dit qu'on doit décrire un document qui donne l'organisation de la structure, pas les objectifs de la structure. C'est une évolution où on utilise le mot projet avec un sens qui n'est pas le sens qu'on devrait utiliser. Et ça va devenir, donc ça va se généraliser dans les années 90, notamment parce que Jeunesse et Sport va sortir un document qui s'appelle le projet pédagogique et le projet éducatif, la rédaction, etc. Ce document va devenir la règle et ça deviendra l'alpha et l'oméga. La modification des contenus de formation du BAFA et du BFD produisent, et c'est par ce biais-là que ça va encore se durcir,
une obligation de définir des objectifs de formation, et avec une évaluation de ces objectifs de formation en compétences, etc., etc. Et là, on voit arriver tous les outils du mode de management néolibéral qui permet de garantir que un animateur qui aura fait ses 7 jours de formation, il aura la même formation quel que soit l'endroit où il va être. Ça, c'est les logiques de la formation actuelle. Mais avant 90, pas de projet éducatif, pédagogique, etc. On parle d'autre chose, de finalité éducative, on parle, c'est d'autres termes qui sont utilisés. Aujourd'hui, on va utiliser le terme projet de manière habituelle, c'est-à-dire dès qu'on parle projet, en fait, on sous-entend méthodologie de projet. Vous dites à quelqu'un, fais-moi un projet, tout le monde va prendre son crayon et va commencer par écrire objectifs. Quels sont les objectifs? C'est le premier truc qu'on va faire. Sauf que le projet, il peut avoir plusieurs sens. Pour De Crowley, le sens du mot projet, c'est un enfant a envie de faire quelque chose, je vais l'accompagner à sa réussite. C'est un projet. En aucun cas, De Crowley, il va dire il y a des objectifs, il y a des machins, des moyens à mettre en œuvre. Le gamin, il va faire son chemin, lui permettant de réaliser ce qu'il veut. Et la seule idée de Crowley, c'est prendre l'enfant et lui permettre, alors c'est collectif dans la pédagogie de Crowley, et les enfants vont arriver à réaliser quelque chose. C'est ça qu'il veut. Il n'y a pas de rédaction de papier, avec etc., de recherche de moyens. Tout ça, ça n'existe pas. Il y a le projet existentialiste, pardon. Projet existentialiste, dans la pensée de Sartre, le projet, c'est ce qui caractérise l'être humain. C'est-à-dire la capacité que nous avons tous à nous projeter vers un demain qui sera meilleur qu'aujourd'hui. Dans la pensée existentialiste, c'est ça qui définit l'humain. Le chien, il ne sait pas que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Il voit sa bouboule, il court après. Voilà. Et puis... Il se claque dans la poubelle, il n'a pas compris que il fallait... Voilà, ce qui singularise l'être humain, c'est qu'on pense que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, et que le projet, c'est cette capacité à se projeter vers ce demain meilleur. Donc une idée positive qui permet de nous projeter vers un demain meilleur, de s'imaginer qu'on va faire ci, qu'on va faire ça, qu'on va construire ci. Encore une fois, dans ce projet-là, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de moyen. Il y a une capacité à se projeter, à rêver, pour dire autrement. Et puis, il y a le fameux projet dans l'animation, objectif, moyen, le truc qu'on déroule. Je viens de définir 3 définitions différentes pour le même terme projet. Donc ça, c'est l'élément. Et puis, peut-être sur... j'ai encore un peu de temps. Peut-être sur le projet, pour qu'on arrive à définir nos objectifs. Parce que c'est ça, on se dit, oui, mais ma colo, elle ne peut pas partir si on n'a pas des objectifs. En fait, si. Bien sûr qu'elle peut partir si on n'a pas d'objectif. Juste partir, c'est pas un objectif. Rencontrer d'autres, enfin, c'est marqué derrière, là, c'est qu'ils ont dit les spécialistes du droit de l'enfant. Rencontrer d'autres, c'est pas un objectif. Est-ce qu'on est obligé de répéter ça à longueur de paplard, d'expliquer comment on va faire pour que les autres se rencontrent? En fait, c'est voilà. Et alors, pour définir des objectifs, la méthodologie de projet, elle nous impose des diagnostics. Et là, c'est quand même l'enfer au pouvoir. Hein. Le diagnostic. Qui fait des diagnostics? Les médecins. Donc, dès lors qu'on fait un diagnostic, nous insistons sur la maladie. Donc, ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne marche pas, ce qui est foireux, ce qu'on voudrait changer mais qu'on pointe comme étant foireux. Dans le diagnostic, on parle souvent des publics qu'on reçoit, sur lesquels on va dire ce public-là qui est issu de je sais pas quelle région, de je sais pas quel endroit, est un public à problème parce que, etc. Regardons ce qu'on écrit dans tous ces projets sur les publics spécifiques, type aide sociale à l'enfance, enfants en situation de handicap, enfants qui n'ont pas de papier, qui sont issus de migration, issus de minorités, etc., etc. On est en permanence en train d'essayer de stigmatiser, d'aller chercher dans ces diagnostics ce qui ne va pas. Comme si il fallait pointer ce qui ne va pas pour pouvoir définir un lendemain meilleur. Mais le lendemain meilleur, il est juste meilleur. Il n'est pas juste à aller pointer ce qui ne va pas. Donc on fait des diagnostics. Et pour faire ces diagnostics-là, on utilise un concept qui est extrêmement puissant, qui est la théorie des besoins. Théorie des besoins, les enfants ont besoin d'un certain nombre de trucs.
Ils n'ont pas les besoins comme il faut, donc le diagnostic va nous permettre de regarder les besoins, de mesurer l'écart, et la colo, elle va permettre de réduire entre le besoin rêvé et le besoin réel, qui permet effectivement de constituer des objectifs éducatifs. On pointe les enfants qui mangent mal, on pointe les enfants qui utilisent trop leurs écrans, on pointe... Vous voyez, c'est toute une série de sujets qu'on voit tout le temps, mais vous prenez prendre toutes les coms sur les colos, les justifications, c'est toujours ça qui est mis en avant. Théorie des besoins. Alors, sur ça, je vais juste reprendre une phrase d'une philosophe, enfin d'une politiste américaine qui s'appelle Joan Tronto, qui dit quelque chose d'assez incroyable sur la question des besoins. Alors, je prends la phrase exacte pour ne pas la déformer. Joan Tronto, elle dit « Les personnes perçues comme ayant des besoins sont celles qui sont les moins bien préparées à défendre leur capacité à affirmer quoi que ce soit quant à la nature de leurs besoins. » Dans les débats sur les besoins des personnes, il arrive souvent que la majorité, les puissants ou les experts, substituent leur propre description des besoins à la voix et aux conceptions de ceux qui y sont affectés. Dit autrement, tous les gens pour lesquels on définit des besoins sont ceux qui sont le plus en difficulté pour les exprimer eux-mêmes. Et donc, ça nous permet, experts, puissants, etc., de les définir pour eux, et donc d'avoir du pouvoir sur eux. L'outil de gestion, pensée spéculative sur l'autre, théorie des besoins, c'est l'ensemble des éléments qui font que les colos sont pensés pour et par des adultes, d'un point de vue purement descendant. Je vais m'arrêter là. Et maintenant que tu as mis le doute dans toute la tête de notre, en tout cas moi, plusieurs décennies de travail par projet, par objectif. J'espère bien. C'est vrai, moi j'ai démarré dans les années 80-90 et on a été élevé au projet, etc. Et des réactions dans la salle? Quelqu'un veut réagir à ce qu'on vient d'entendre? Kevin, tu voulais réagir? Ça plus de questions. Moi, je réponds à un besoin très spécifique sur la question de la méthode de projet ou juste un multi. Donc la méthode de projet ne répond pas à ce besoin d'écriture. Ça rentre en contradiction parce qu'il y a plus de bullshit dans les mots qu'on utilise et dans l'utilisation de tout ça. La question qui se pose, peut-être que ça va arriver après, c'est maintenant quand est-ce qu'on se là, comment on avance dans une société et dans un système qui est construit autour de la notion de projet. Comment on se positionne là-dessus. Voilà. Juste pour avoir les mêmes mots que tout le monde pour bien comprendre dès le départ, est-ce que la pédagogie comme objectif, c'est le synonyme de la pédagogie de projet ou est-ce que c'est... Ouais, c'est grosso modo la même chose. Okay. Alors, je dis grosso modo parce que je fais une nuance, puisque De Crowley parle de pédagogie de projet, mais c'est une forme pédagogique particulière que j'expliquais, c'est-à-dire c'est des enfants qui sont à l'origine et il va accompagner. Donc on va utiliser le terme pédagogie par objectif pour se différencier un tout petit peu de la question de la pédagogie de projet au sens de Crowley. Mais c'est plutôt ça, hein. Pédagogie par objectif, c'est plutôt celle qui va utiliser la méthodologie de projet, mais dans le langage commun, ou si vous ouvrez n'importe quel document d'animation, on va vous parler de pédagogie de projet ou de pédagogie par objectif, c'est à ce moment-là synonyme, puisque beaucoup ne connaissent même pas l'existence de Crowley. Juste pour faire une réponse, les collègues après donnant des éléments sur comment on peut faire autrement. Il y a un vrai élément qui est absolument majeur, c'est que d'un point de vue de politique publique, toute la politique publique est construite sur la méthodologie de projet. Toutes les politiques publiques. L'État est organisé en méthodologie de projet. Les collectivités, l'ACA, sont organisées en méthodologie de projet. Donc,
dans le monde dans lequel nous sommes, nous devons impérativement maîtriser la méthodologie de projet pour que nos lecteurs comprennent ce qu'on est en train de vouloir essayer de faire pour récupérer du pognon. Ça ne veut pas dire que c'est dans ce document-là que se lie l'organisation, le sens, l'action et la pédagogie. C'est ailleurs. Mais quand même, historiquement, c'est la même période que l'apparition des subventions dans le domaine de l'animation. En général, le CAF, le département, 90. Oui, c'est le courant, structurellement, c'est l'État qui devient un État libéral. Donc évidemment, on va basculer de la société civile est à l'initiative d'éléments, ils vont démarcher des ministères. Alors le ministère Jeunesse et Sport, c'est un ministère qui s'est construit dans une alliance entre le politique et les associations, ensemble, pour construire quelque chose. Une fois que le truc a été en place, les choses ont changé, on n'est plus à l'initiative des gens, on est à l'initiative du politique, c'est le libéralisme, hein, et on va mettre les gens en concurrence pour réguler les fonctionnements, et pour mettre en concurrence, on utilise un outil de gestion du libéralisme, puisque c'est un outil industriel, la méthodologie de projet, c'est hyper cohérent. J'avais une question pour revenir sur le diagnostic. C'est 18 heures sociales. Du coup, il était formaté au diagnostic de territoire. Du coup, quand on va faire des diagnostics de territoire, dans le futur, on identifie du coup, soit des fois on nous appelle pour identifier les difficultés qu'on rencontre associées, etc. Est-ce que si dans ce propos, dans le diagnostic, du coup, on pointe ce qui est négatif, est-ce qu'on a surexploité ces notions de diagnostic, ou alors il faut bannir cet aspect de diagnostic dans les structures? Moi, je fais partie des gens qui disent qu'il faut bannir le diagnostic. Après, les financeurs, ils nous le demandent, donc il faut le faire. En fait, c'est toujours le truc un peu... On est tiraillé dans cette histoire-là. Moi, j'ai été formé, j'ai dirigé un centre social, on devait faire un diagnostic de territoire pour ouvrir le centre social. J'arrivais avec mes questionnaires, mes machins, mes trucs de sociologue, là, pour faire le diagnostic. Et puis, j'allais voir les gens, je posais la question, qu'est-ce que vous faites? On fait un diagnostic. Et puis, je vais un jour devant l'école, et puis il y a un monsieur qui me dit, ah bon, vous faites un diagnostic? Je suis pas malade, je vous réponds pas. Voilà. Tout est dit, tout est résumé là. Un quartier populaire, c'est pas des gens qui sont malades. C'est pas un quartier qui est malade. Faire ça, c'est mettre le problème sur le quartier, là où le problème, c'est pas sur le quartier, c'est et le quartier, et les gens autour, et les gens qui les excluent, et donc en fait, c'est pas un diagnostic, c'est autre chose qu'il faut faire. D'autres réactions? Moi, ce que je trouve vraiment intéressant, je le mets en place sur mes études parce que de la socio, et je trouve ça vachement intéressant parce que moi, en socio, on m'a appris à justement chercher ces diagnostics et à, dès qu'on essaye de mettre une politique publique en place, établir les objectifs. Et j'ai trouvé ça fascinant parce que on peut pas dire juste mon objectif c'est que les gens soient plus heureux, que machin. Est-ce qu'il va falloir qu'on mette par diagnostic et du coup quantifier, trouver et tout le temps quantifier en fait. Et je trouve ça intéressant parce que c'est absurde de quantifier tout, en fait. C'est absurde. C'est tellement absurde que, notamment sur ces travaux-là, les diagnostics de territoire, tous les trucs sur les politiques, la politique de la ville, les quartiers, mais c'est la même chose sur la ruralité. On le voit régulièrement. Les sociologues qui viennent faire les diagnostics reçoivent beaucoup plus d'argent que les gens qui agissent au changement. Alors les sociologues qui vont sur le terrain, c'est des cabinets en fait, ça s'appelle des cabinets de conseil. Hein, et ces gens-là sont payés 4 fois plus que les gens qui agissent. Et ensuite, quand on a fait ça, évidemment, on va repayer un cabinet de conseil pour faire l'évaluation des gens qui ont agi, qui n'avaient pas d'argent, qui sont eux-mêmes payés 4 fois plus que les gens qui ont agi. Donc on est dans un truc qui marche sur la tête, complètement. Diagnostic, etc., c'est pas de la sociologie. C'est bien ça qu'il faut avoir en tête. C'est vraiment une idéologie qui fait qu'on regarde le monde exclusivement par ces lunettes-là. Et vous mettez, moi je le fais régulièrement,
même à l'université, je demande des écrits pour dire aux gens à inventer des structures idéales, etc., etc. Et ils ont comme condition de ne jamais écrire en méthodologie de projet. Ben, il y a des années où les gens, ils me rendent quand même de la méthodologie de projet en me disant « j'arrive pas à écrire autrement Ouais. C'est ça. ». Et vous ferez la même avec des directeurs en formation, vous leur dites, vous décrivez le fonctionnement de votre colo, sans méthodologie de projet, il y en a les 3/4 qui sont incapables de l'écrire. Pourtant, tous les bouquins de pédagogie, il n'y a pas de méthodologie de projet. Enfin, sauf ceux des années 80-90. Bon, je pense qu'on a à peu près compris le pourquoi, en tout cas. Alors maintenant, comment on arrive à faire autrement ? Alors moi je vais expliquer, j'ai témoigné, même si c'est juste mon expérience. Je sais pas si c'est parce que j'ai été un mauvais élève ou parce que ça m'a pas séduit, j'en sais rien, mais dans mon parcours en tout cas, très vite, j'avais l'impression que la pédagogie par objectif qu'on m'a appris, on m'a appris comme tout le monde, BAFA, BFD, BTET, machin, ça marchait pas quoi. Donc même quand on partait, même quand dans les centres de loisirs par exemple que j'ai dirigé, on essayait parce que comme on m'avait appris, j'essayais de refaire la même chose. Enfin, j'étais pas du tout là pour faire la révolution, j'ai appliqué. Mais rapidement, on s'apercevait que ça marchait pas, tel problème ça marchait pas, tel public ne trouvait pas sa place dans ce qu'on mettait en place, etc. Donc peut-être j'ai eu de la chance aussi. Là où on a travaillé, j'avais la possibilité de réfléchir à l'action qu'on mettait en place. Et là, pour le coup, quel que soit, j'ai fait beaucoup de villes, j'ai eu la bougeotte. Et du coup, à chaque fois que j'arrivais dans une collectivité, dans un centre de loisirs, je parle des centres de loisirs parce que parce qu'un diagnostic pour moi sur une colo c'est aberrant puisqu'on n'y est pas, on peut pas faire de diagnostic sur une colo. Mais sur un centre de loisirs on peut, et puis en plus on a les financeurs qui nous le demandent, les CAF, les départements, tout le monde, les élus un peu, etc. Et en fait on s'est aperçu en équipe à chaque fois c'était la même chose, c'est que même si on mettait en place un fonctionnement lié à un pseudo-diagnostic, souvent qu'on inventait d'ailleurs après, parce que tout le monde le sait, on fait de la gymnastique, on est éduqué à faire une gymnastique même quand on est animateur, en fait j'ai envie de faire ça, mais je vais quand même trouver la raison pour laquelle j'ai envie de faire ça. Enfin, tout le monde est super doué, on est super fort pour faire ça. Mais en vrai, même quand on fait ce travail-là, il y a plein de trous, il y a plein d'espaces qui sont pas réglés par la pédagogie par objectif. Il y a plein d'éléments, des publics qui sont fragiles, des individualités, le prendre soin, comment définir ça? Le vivre ensemble, et tout ça, ça marche pas, quoi. Et donc, quelles que soient les expériences que j'ai vécues, très vite, quand on est autour de la table et qu'on place l'enfant au milieu du sujet, du sujet de discussion, on raisonne pas par objectif, en vrai. Enfin, naturellement, on raisonne pas par objectif. On se dit, alors du coup, si on se pose des questions, prenons des exemples, quel que soit le problème qu'on rencontre, à Eva Soleil ou n'importe où, quand on se dit, on accueille un public qui a pas envie de faire les activités, par exemple, qui durent 1h30 si on est sur un cadre journée type, tout ça, très vite, on fait quoi? Une équipe ne va pas transformer le problème en objectif. Elle va juste bricoler un fonctionnement qui va s'adapter aux uns aux autres, aux problèmes qu'on rencontre. Mais je pense que c'est pas naturel, de raisonner comme ça. Donc, sans faire d'efforts, sans vouloir faire la révolution, et parce que peu à peu, j'avais pas forcément envie de répondre à ce qu'on me demandait de faire scrupuleusement, quoi. Je travaillais autrement, plus naturellement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a envie de faire, quel lieu on a envie de créer. Et j'ai plutôt raisonné comme ça.
Qu'est-ce qu'on a envie de proposer? Pas forcément un lieu alternatif où on fait la révolution, où on essaie de créer ou de prouver quoi que ce soit, mais plutôt quel lieu, quel endroit, qu'est-ce qu'on veut proposer aux enfants ou aux jeunes qu'on accueille. Et voilà. Et quand on raisonne comme ça, c'est beaucoup plus simple. On dessine des lieux, on tente des choses, on rate, on réfléchit à pourquoi ça a raté. Parce qu'on a peut-être oublié, ou on bricole. En fait, c'est du bricolage. Mais le bricolage collectif, ce que moi j'appelle la pédagogie, quel que soit par où on s'y prend, quels que soient les lieux où j'ai pu le faire, on n'en arrive jamais à faire la pédagogie par objectif. Jamais il y a quelqu'un qui dit j'ai la solution, prenons un objectif et déclinons la démarche. Ça marche jamais, quoi. Donc du coup, Eva Soleil est une des expériences, mais c'est la plus longue, parce que ça fait 15 ans que ça existe, mais on n'a jamais raisonné comme ça. On a toujours travaillé en équipe, à bricoler, à ajouter des couches de bricolage sur du bricolage. Des fois, ça tient pas bien. Mais quand ça tient vraiment pas bien, parfois ça se renverse, on rebricole, on refabrique un truc. Mais je sais pas, j'ai pas eu l'impression que ce soit très difficile en fait de faire autrement. Après, à Eva Soleil, on a cette chance, c'est qu'on n'a pas à répondre à quiconque. On n'a pas à rendre des comptes. Donc ni parce qu'on n'a pas demandé de subvention. C'est pour ça que je posais la question tout à l'heure. Mais même dans les villes, en fait, avant que je bosse à Eva Soleil, même quand on rendait des comptes, en fait, on trichait. Hein. Enfin, c'est facile, quoi. Donc, c'est plus facile d'imaginer, bon, qu'est-ce qu'on veut faire? Pourquoi on est là, en fait? Quel est le sens de tout ça? Un centre de loisirs, c'est quoi? Voilà, de se poser la question naturellement, en vrai, qu'est-ce que humainement on a envie de faire passer? Quel lieu on a envie d'offrir, de créer, d'inventer? C'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus, on fait de la vraie pédagogie, donc ça transforme un petit peu le rôle de l'animateur, qui est en fait un agent, en vrai, à fabriquer du projet, plutôt à quelqu'un qui va penser un lieu, qui va réfléchir, inventer, un créateur, un artiste, peu importe comment on l'appelle. En tout cas, c'est beaucoup plus valorisant, beaucoup plus intéressant, et c'est infini, parce qu'on peut créer autant de lieux qu'on l'imagine, quoi. Alors que la pédagogie par objectif, de ce que je vois, arrive toujours plus ou moins aux mêmes activités et aux mêmes problématiques. Et voilà. Une autre chose qui nous a rattrapés, c'est la dernière chose qui nous a, que je voulais la témoigner, c'est que, moi, je suis un peu plus vieux que la moyenne ici, et donc du coup, j'ai passé un BTEP, qui est l'ancêtre du BPGEPS, et à l'époque, il y avait maintenant un BPGEPS, loisirs tout public, Noël Palucien, qui veut dire pas du tout public, hein, qui veut dire public normal, pas à problème, non fragilisé, qui se comporte bien, qui remplit toutes les cases. Et puis, il y a un BPGEPS animation sociale, qui est un peu celui de la marche, quoi. Avant ces deux BPGEPS, c'était un seul diplôme, celui que j'ai passé, qui s'appelait animation sociale et vie locale, où on avait où le sujet était de comment vivre ensemble, quoi. C'est-à-dire comment créer des lieux où on pouvait accueillir tous les publics du local. Dans un lieu, il y a toutes sortes de publics. Du coup, on raisonnait un peu différemment, et ça change un peu pas mal la donne. Et du coup, quand on a et en 2004-2005, c'est là où est arrivé le BPGEPS. En 2004-2005, c'est là où on a commencé à séparer les deux disciplines presque. Voilà, toi tu es animateur d'enfants fragiles, handicapés, pauvres, peu importe. Et puis toi tu es animateur tout public. Et en fait ça a vraiment changé, je trouve, la donne, parce que moi je m'occupe pas, je suis pas formé à m'occuper de ces personnes-là, etc. Et nous à Eva Soleil, créé quelques années après, on avait envie de reformer ça. Enfin, c'est de refaire vivre le vivre ensemble, de remettre dans un même lieu des publics très différents qui, du coup, commençaient à être séparés. Et donc, de faire vivre des mixités sociales.
Et alors là, pour le coup, la pédagogie par objectif, je pense, c'est la pire de toutes les méthodes pour faire de la mixité sociale. Ça marche pas du tout. Rien ne fonctionne. À partir du moment où on pense un objectif commun, généralisant, avec des publics qui sont, avec des individus, des personnes qui ont des envies, des histoires, des fragilités différentes, ça peut pas marcher. C'est une absurdité. Donc, on a été forcément rattrapé par bon, maintenant qu'on a mis des publics qui sont très différents au même endroit, comment on fait pour que ça fonctionne? Et donc, du coup, naturellement, nous, en fait, les réponses les plus logiques et les plus naturelles qu'on a trouvées, c'est le faire ensemble. C'est-à-dire, peu importe ce que tu as envie de faire, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on bricole ensemble un truc pour que tu trouves ta place à toi, quoi. Et donc, ça va être plus proche de la pédagogie, de la rencontre, de la décision, peu importe comment on l'appelle. Mais en tout cas, surtout pas la pédagogie par objectif. Moi, ce que je voulais témoigner, c'est que c'était hyper facile. Enfin, pour moi, je pense que c'est plus simple de travailler, de balayer la pédagogie par objectif et de repenser les choses plus naturellement, plus humainement, plutôt que de se contraindre à un truc qui est chiant en plus à mourir et qui enlève toute imagination. Enfin, on peut tout faire. Moi, j'ai été coordo dans plusieurs villes. Et donc, j'ai accompagné plein de directeurs et d'équipes à imaginer des projets pédagogiques, on les appelait quand même, hein, parce qu'il faut respecter la loi, mais qui n'avaient rien de projet pédagogique. Et à chaque structure, c'était une invention, quoi. C'était un truc unique. Enfin, moi, j'ai vu plein de choses, des villages, des mairies dans des centres de loisirs. Des maternelles qui s'occupaient de tout, j'ai vu plein de modèles existants qui étaient vachement plus sexy que la pédagogie par objectif, quoi. Voilà. Ça ne reste qu'un témoignage, qu'une expérience. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la salle qui veulent faire part aussi de leur expérience sur ce domaine-là? J'ai une question. Parce que, enfin, on le sent, hein, mais quand tu parles de ce que tu dis, de la façon dont t'as fonctionné, tu dis quand même que t'as des intentions. Enfin, mine de rien, t'en as quand t'as envie d'inventer un lieu, il y a des intentions. Politique. Donc, du coup, quelle différence tu fais entre ces intentions qui, au fond, sont des objectifs, enfin, on peut l'entendre comme ça, et les mots, enfin, les objectifs, comment tu fais la différence? Où est-ce que tu situes la différence? Ouais, je sais pas trop si j'ai une différence claire, je sais pas trop si je vais répondre juste, mais en fait, j'ai pas d'objectif éducatif envers une personne. Je trouve ça condescendant, absolument déplacé, limite irrespectueux, quoi. C'est-à-dire qui je suis pour dire que tu dois apprendre telle chose, et en plus quelle crédibilité notre génération a à transmettre quoi, enfin quel exemple, quelle crédibilité on a, quoi. Donc j'ai vraiment pas ça en moi. Donc ça veut dire que je pense que notre rôle, il est plus de créer des possibles, d'ouvrir des portes qui permettent aux humains de pas s'autocensurer ou de pas rentrer dans un moule. Enfin, je pense que le rôle de l'éducation, c'est pas trop de transmettre, c'est plutôt de laisser les choses émerger des humains, puisque les solutions on les a pas, sinon on serait pas là. Donc voilà. Et donc mon rôle est plus, enfin moi c'est comme ça que je l'ai perçu, mais c'est très personnel, hein. C'est plutôt de créer des lieux qui permettent ça, qui permettent à des enfants et des jeunes d'inventer aussi, de créer. Et en fait, c'est vachement plus intéressant. Enfin, je trouve beaucoup plus valorisant également. Et c'est des choses qui dépassent. Enfin, le collectif est capable de faire des choses extraordinaires, mais même sur une simple colo de 3 jours. Au début, tu paries pas 5 balles qu'il va se passer un truc. Mais en fait, voilà ça. Donc,
moi, c'est plus pour répondre à ta question, c'est l'intention de créer un lieu où les gens vont être, où les personnes qui vont être là vont être respectées en tant que individus avec son histoire, etc. Et chacun va pouvoir trouver, faire, fabriquer, inventer, faire avec, rencontrer, et on verra ce que ça donnera, quoi. Et donc voilà, c'est plus l'ambition, la volonté, l'intention, c'est plus de créer un lieu qui permet, plutôt que un lieu qui apprend ce que j'ai décidé que les enfants doivent apprendre. Je suis nul en besoin de l'enfant, par exemple. À chaque fois qu'on fait j'ai fait pas mal de formations de la fin, je fuis parce que je comprends même pas le sens du truc. En vrai, parce que moi, je remarque pas du tout une tranche d'âge égale un besoin, à part quelques-uns, et en plus, c'est très, très... Je suis pas du tout d'accord avec cette pensée scientifique, soi-disant scientifique des besoins. Mais vu que je laisse pas être formaté méthodologie de projet, quand vous avez des inspections du policier, comment ça a été reçu par les inspecteurs, les inspecteurs, de cette manière de... Mais en fait, j'ai été inspecté 70 fois peut-être dans ma... J'ai pas du tout peur d'eux, et en fait, je pense... Alors, j'ai peut-être eu du bol aussi, mais bon, j'ai été dans pas mal de départements quand même. Ils sont, en fait, ce qu'ils vont regarder, c'est pas trop. Enfin, moi, ils m'ont jamais emmerdé du fait que j'ai pas d'objectif. Ils regardent des aspects de sécurité, de travail d'équipe, ils m'ont jamais vraiment trop emmerdé avec ça. Bon, après, peut-être qu'il y a une partie du temps où il faut convaincre, peut-être, ou présenter. En tout cas, il faut peut-être bien communiquer. Alors, je sais pas si je communique pas très bien. En fait, j'ai jamais été emmerdé. En vrai, je pense que c'est des freins, c'est des freins psycho, mais qui existent pas pour de vrai. Je pense pas qu'un inspecteur jeunesse et sport va emmerder quelqu'un parce que il n'a pas formulé correctement l'objectif. Je sais pas si ça existe, en tout cas. Si, bah moi, je les invite à venir ici. On n'a pas peur de ces gens-là parce que, en vrai, ça va pas très loin. Leur argument, ils reposent pas sur grand-chose. En vrai. Et puis, il n'y a pas de critères sur les objectifs. Il y a des critères sur la sécurité, ouais. sur les objectifs. Après, je maîtrise la méthodologie de projet. Hein. Si je veux, je peux... parce que j'ai appris, je peux la réciter. Hein, donc, je peux jouer aussi s'il faut. Mais en fait, on n'a pas eu besoin de tricher comme ça, en tout cas. Qu'est-ce qu'un inspecteur peut faire si t'as pas d'objectif dans ta colo? Non, j'ai déjà vu des directeurs, enfin pas... Moi, je suis jamais fait inspecter, j'ai de la chance. Mais peut-être que je suis un très mauvais directeur du coup, mais j'ai des directeurs qui sont déjà fait inspecter et du coup t'as le temps du relecture du projet PEDA et qui questionnent tous les objectifs, c'est déjà arrivé, ou ça peut-être un interpellé. Moi je pense aussi qu'il y a une ambition pédagogique tellement forte, enfin, il y a peut-être à l'enfant en pédagogie, en tout cas de mon regard, que ça prend le pas sur tout le reste, et en fait c'est ça qui est absorbé. En fait, nous, vraiment, Eva Soleil, les amis, dites-moi si... on n'a vraiment pas l'impression de faire de la pédagogie, on bricole sans arrêt, quoi. On dit, bon, bah ça marche pas, on change. Tiens, ce serait bien que... En fait, mais enfin, si, on fait de la pédagogie, mais on se le dit pas, quoi. C'est pas... Il y a personne ici qui est dans notre équipe qui fait de la pédagogie sa passion ou quoi que ce soit. Je pense pas que... C'est vraiment pas la volonté, elle est pas là, quoi. Hein? Non, on n'est pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Ah, ok. D'autres interventions sur ce témoignage ou voilà. Vas-y. Moi, c'était juste aussi pour te rejoindre. Je suis en plein dans mon UC4 de BFGEPS LTP. On a perdu
Jean-Michel. Ne dis pas ce que c'est, je sais parfaitement, tout le monde sait ce que c'est du C4. Non, moi je sais pas. Pas même année, tu verras. Alors ça veut dire unité capitalisable. Donc encore un mot capital. Mais en gros, ça veut dire un examen. Et c'est le 4. Sur le 4. Et c'est un examen, en gros, c'est pour... c'est sur la technique d'animation qu'on est évalué sur un cycle d'animation qu'on prépare. On doit faire 10 pages d'écrit. Un jury vient sur la séance pour observer ta séance, et sur du coup ta séance elle est détaillée, t'as des objectifs, et tous ces états de... Donc ça m'a dit. Ouais, c'est objectif. Je vois à peu près, c'est... Enfin, oui, d'accord, voilà, ça correspond vraiment à ce que l'enfer. Mais oui, et pour je suis aussi dans les objectifs généraux, et en plus moi j'ai un public vraiment là où je travaille, il y a aussi on répond juste au droit d'accueillir des enfants avec handicap, et donc on voit encore plus de la diversité, et donc pour faire un objectif général du public, juste j'ai l'impression que j'ai posé des fois la question aux formateurs, mais j'ai pas l'impression d'avoir une réponse. En tout cas, ça m'a pas débloqué dans cette réponse, pas la réponse en fait. J'arrive pas à trouver un objectif général, parce qu'en fait j'ai mis des constats un peu finalement du coup qui s'appuient sur une observation, mais en fait ça veut rien dire. C'est juste pour répondre aux critères de formation, quoi. Mais je sens pas comme tu dis, un truc naturel. C'est pas naturel pour de dire il y a un truc général, mon public est à peu près comme ça. En fait il y en a un qui est comme ça, quoi. Juste la méthodologie de projet, donc là tu dis objectifs généraux. Effectivement, la méthodologie de projet va définir des objectifs généraux, des objectifs opérationnels, des objectifs secondaires. C'est-à-dire que comme le truc ne marche pas, ils passent leur temps à rajouter les strates à la strate de la strate pour essayer de coller un outil qui ne fonctionne pas sur des gens. Et du coup, le truc devient hyper compliqué, personne comprend rien. La règle, l'enfer absolu de la formation BFD, c'est le formateur qui rentre en disant « moi je suis le pro du projet » et qui va vous faire chier sur des objectifs, dans des trucs qui n'ont aucun intérêt, tout ça pour pondre des conneries du type développer la motricité fine parce que les gamins font de la pâte à sel. C'est à ça que ça produit, en fait. Et donc on va mettre, alors ça c'est l'objectif secondaire, l'objectif... En fait, ça n'a aucun sens. Juste pour repréciser, l'objectif, il a un but de rentabilité. Un projet, c'est une durée avec des objectifs qu'on évalue. Il n'y a pas d'objectif qui n'est pas évaluable. On vous matraque ça en permanence. Donc, c'est un temps. L'objectif, c'est de savoir si l'enfant, il rentre dans le machin, il sort du machin, qu'est-ce qu'il a produit, qu'est-ce qui s'est passé qu'on peut évaluer. Voilà, c'est ça le truc. Donc, c'est un objet de rentabilisation. C'est ça un objectif. Ça doit rentabiliser le bordel. Il faut sortir de cette logique-là pour basculer sur l'intention ou la finalité, on y met le terme qu'on veut, mais qui est de l'ordre de l'idée humaine, de l'humanisme qu'on a en face de nous. Et ça, en fait, c'est là où vous allez continuer à galérer à écrire des objectifs, parce que c'est ce que dit Sylvain à juste titre, il faut maîtriser la méthode pour pouvoir en sortir. Donc il faut maîtriser, il faut se creuser les méninges, c'est un peu douloureux, hein, mais il faut écrire des trucs, pour qu'à un moment donné, on arrive à avoir le même discours qu'eux, sauf que derrière, on y met l'humanité qui est la finalité qu'on a. La finalité, enfin, je veux dire, on n'évalue pas l'éducation d'un gamin sur 4 heures. C'est ce qu'on demande quand même à des animateurs, de faire de l'évaluation d'une activité éducative sur 4 heures. Ça n'a aucun sens. On évalue éventuellement l'éducation de quelqu'un sur 70 ans. Et encore, je suis même pas sûr. Donc on est dans l'humanité, on est dans la rencontre, on est... ça, il faut l'écrire. Alors, il faut sortir un peu, mais... En fait, c'est un apprentissage. Ce que tu es en train de vivre là, c'est du bullshit, je pense que c'est un apprentissage de... on apprend à faire... on t'apprend
à avoir un vocabulaire, à des codes qui vont rentrer dans les cases pour ensuite avoir tenir à des emplois qui vont être des directeurs de structure. Tu vas devenir directeur de structure ou des choses comme ça. Et donc on va te demander de travailler, de répondre à des objectifs de service, à la CAF, à je sais pas quoi, aux financeurs. Et donc on t'apprend peu à peu à maîtriser un langage, une façon de parler, une maîtrise, tu vois. Mais en vrai, dans la réalité, moi ce que je pense, hein, c'est peut-être pas voilà, c'est de la foutaise. C'est-à-dire que en vrai, l'action que tu vas mener, c'est pas la formulation de ton objectif qui va la déterminer. Ce que tu as dans le cœur, et ce que tu ressens, et que tu vas faire, et ce qui est possible de faire sur le territoire dans lequel tu vas agir. Mais c'est jamais parce que tu vas te creuser 10 jours à avoir 25 conversations pour savoir si tu dois mettre permettre ou je sais pas quoi en verbe qui va faire que ton action sera meilleure en vrai. Mais tout ça, c'est un apprentissage, si tu veux. On te dresse un petit peu pour que tu saches être dans les codes d'un milieu professionnel, tu vois, où tout le monde parle de ça. Mais par contre, ils y croient. Hein. Enfin, les gens qui te forment, ils peuvent être convaincus que c'est hyper important de mettre permettre plutôt que je sais pas quoi. Et ils sont à fond dedans. Et leur dis pas non mais c'est de la foutaise parce qu'ils vont le prendre mal. Il y a des experts qui sont devenus des experts de la méthodologie de projet, qui exercent une forme de domination maintenant dans ce domaine-là, et qui du coup, on parlait d'argent tout à l'heure, qui ont un monopole sur tout ce qui est du coup financement, appel à projet, etc., qui dominent du coup ce secteur-là. Et mais par contre, le sens n'y est pas. Alors que nous, on va s'efforcer à mettre du sens, mais l'argent, on l'a pas. Donc il y a une forme de domination qui s'est installée, de culture de la méthode de projet qui s'est installée, et ils sont détachés. C'est dur, hein. Mais c'est ça. Thomas? Alors, je sais pas trop où je vais avec ça, mais je suis super d'accord avec tout le constat. Mais je me demande si parfois on n'a pas un peu tort de tout mettre les mots de l'animation de mettre sur cette notion de projet, parce que je me demande dans quelle mesure ça a pris des vrais impacts sur les animateurs, dans le sens où dans mes centres de loisirs auquel j'ai été, en fait j'ai l'impression que cette méthodologie de projet est abandonnée par absolument tous les animateurs dans le dos des directeurs, et qu'il y a beaucoup on va avoir la directrice ou le directeur qui va faire un discours sur waouh, l'activité super pédagogique de tel animateur, et quand tu vas voir l'animateur en question, il a pas du tout pensé de cette manière, et juste il a fait des trucs chouettes avec les enfants sans. Et du coup, je me posais un peu cette question de dans quelle mesure ça produit vraiment des effets sur les animateurs, et est-ce qu'il y a peut-être une différence entre l'animation volontaire et professionnelle sur cette question-là, dans le sens où au BAFA, on en parle un petit peu de méthode de projet, mais ça n'a pas tellement le temps de corrompre les esprits des futurs animatrices, et que dans l'animation professionnelle, il y avait peut-être des effets concrets. Donc là, c'est une question un peu ouverte aussi, parce que je connais que le milieu de l'animation volontaire. Non, mais c'est sûr que plus tu vas rentrer dans les structures de l'animation professionnelle, plus les gens vont être pointus sur ça. Enfin, ils ont l'impression d'avoir une expertise de la compétence de la méthodologie de projet, alors que dans l'animation volontaire, on a un peu moins ça, parce que tout simplement il y a moins de gens, il y a moins de gens pointus, qui vont pinailler sur chaque truc, quoi. Et là, tu parles des animateurs et animatrices? Ouais, tout le monde, c'est les mêmes. Enfin, les directeurs sont les anciens animateurs. Enfin, c'est plus la question de la formation, je pense, et la pression qu'on va mettre, à mon avis, hein. Mais là, on n'est pas en train de. Ok, c'est plus la pression. Enfin, je pense la pression des gens qui sont autour de toi et qui vont te payer ou qui vont te demander de travailler de cette façon-là, à mon avis. Et puis ta formation, la durée de ta formation plutôt que le lieu, je pense. Parce que moi j'ai déjà fait plein de stages BAFA par exemple, et selon les équipes de formateurs, tu peux avoir des formateurs qui sont experts en méthodologie de projet parce que ils sont je sais pas quoi dans les FED, et ils font que du BP, etc. Et ils vont mettre une pression pas possible aux stagiaires BAFA pour qu'ils maîtrisent la méthodologie de projet, alors que d'autres vont être un peu plus. Donc ça dépend plus des gens, je pense. Tu vois, des gens qui sont les chefs de service,
tu vois, que plus les lieux, j'ai l'impression. Moi, il y a des gens en colo, ils font des projets pédagogiques. Enfin, c'est difficile à lire tellement c'est bien construit, etc. Enfin, toi, t'as dû dans ton t'as pas à un moment donné lu, je sais pas combien de projets pédagogiques là, quand tu étais au département? Non, t'as pas fait ça, toi? C'est toi? Ouais. Ça devait être, t'as lu, je sais pas combien de projets. Et puis, alors de tout, hein, avec des objectifs comme ça, et puis des projets pédagogiques sur oui, quoi. Donc, c'est pour ça que moi aussi j'ai beaucoup démystifié le projet pédagogique après cette expérience qu'on avait lu, puisqu'on avait été, c'était dans le cadre d'une formation territoriale, et on avait choisi d'aller sur un ministère jeunesse et sport, et le gars a dit, écoutez, vous tombez bien, j'aimerais bien regarder un peu ce qui se passe dans mon département. Il nous a filé les 30, parce qu'on était deux, je sais plus, 40 ou 50 projets pédagogiques qu'on a lus, qu'on a analysés, enfin on lui a fait un retour. Je sais pas ce qu'il en a fait, mais ouais, c'est... Moi, je suis pas sûr que ce soit la source de tous les maux, mais par contre, moi, pour le coup, là, depuis 2 ans, j'en lis 25 par an des projets PEDA. Il n'y en a pas un où il n'y a pas des objectifs. Donc là, sur un peu plus d'une 50aine en 2 ans, il y a tous des objectifs et des moyens. L'évaluation, pas toujours. Tous, mais dont des gens qui essayent de sortir de ce type de pratique, continuent, en fait, d'avoir besoin d'objectifs pour savoir où ils vont. C'est un truc... Et des fois, on parlait de c'est quoi les bons mots, est-ce que c'est des intentions ? Moi, je vais les chercher là-dessus. Et ils n'arrivent pas à se rendre compte, est-ce qu'il y a vraiment une différence, comment, quoi? Parce qu'une intention, pour moi, elle n'a pas derrière les moyens opérationnels tout de suite effectifs, quoi. C'est vers ça qu'on veut tendre, puis on va voir comment on bricole pour y arriver. Alors qu'un objectif, il a ses moyens, tu vois. Et ils ont tous des objectifs et des moyens. Enfin, c'est un truc de... Mais est-ce que c'est vraiment appliqué, tu vois, ce type de projet? Est-ce que c'est un projet fait Je pense que ça... Je sais pas si c'est appliqué, mais j'ai quand même l'impression que ça limite... moi, je me suis noté là un peu il y a un truc de processus d'autorisation quand on sort des objectifs. Et du coup, tant qu'il en reste, on restreint le champ des possibles, t'as dit, hein, on crée des possibles. Plus on pense à l'avance ce qui va devoir se passer, plus on ferme le possible qui pourrait être ouvert, quoi. C'est mon analyse. Après, peut-être 2-3 trucs sur ce que tu dis. L'autre enfer de l'animation volontaire, au-delà du projet, c'est la forme scolaire. Ouais, voilà, c'est l'autre enfer. C'est corrélé, peut-être on en reparlera, mais il n'y a pas que le projet. Et puis, la méthodologie de projet, elle a un défaut énorme, hein, c'est ce que tu pointes, mais qu'on peut pointer de manière beaucoup plus large. Dès lors qu'on pense par diagnostic, objectif et moyen, on définit un chemin qui permet d'arriver au point d'arrivée. Hein, on définit ce chemin. L'objectif, il a un chemin et un point d'arrivée. Et donc, quand on bug, on va retourner dans le truc pour voir quel est le chemin qu'on a défini avant de partir. La finalité, on ne sait pas quel est le chemin, et chaque enfant fera son chemin pour arriver à la finalité. Et ça, c'est une vraie liberté, c'est ce que dit Ben. Et surtout, le projet, il interdit, mais de manière très claire, toute forme de mélange et de mixité. Dès lors qu'on raisonne en diagnostic, on définit, c'est ce que tu décris très bien, des objectifs généraux. En face de nous, on a des gens qui sont tellement différents que c'est impossible d'écrire quoi que ce soit de général. Et cette méthode, elle fait que on fait des colos de pauvres, des colos de riches, des colos de handicapés, des colos de machin, des colos de trucs, des colos de petits, des colos de grands, etc. Et aller chercher les gens qui sont des pros de la méthodologie de projet en disant, on va faire une colo dans laquelle on va mettre des enfants de 4, parce que c'est une colo, à 17 ans, dans un même lieu, au même endroit, avec des enfants en situation de handicap, des gamins qui sont issus de l'aide sociale à l'enfance, des gens qui ont des papiers, des gens qui n'ont pas de papiers, etc., etc. Maintenant, vous me faites un projet. Ils sont incapables. Le truc ne permet pas de le faire. Et tout est après rangé, parce que l'organisation même du projet, c'est définir et produire un produit qui sera vendable. Par rapport à un public donné. Par rapport à des gens donnés, qu'on a définis, sans jamais les rencontrer. C'est ça l'enfer absolu de ce truc-là. Donc ça formate une manière de raisonner qui fait qu'aujourd'hui, on entend toute une série de discours sur l'inclusion dans les colonies de vacances en disant « c'est pas possible, sauf si ». Et ça, c'est la logique projet. Dans une colo, n'importe quel gamin doit pouvoir y venir. Point. On n'y apprend rien, on n'y a pas d'obligation, n'importe quel gamin doit pouvoir venir en colo. N'importe quel gamin. Je ne vois pas ce qui empêche. Il n'y a rien qui empêche.
sauf la méthodologie de projet. Oui. Moi, je veux dire, au-delà de ce que tu disais, parce que c'est vrai que je pense en fait, en bas de l'échelle avec les animateurs, la plupart ce sont des coups détachés, plus ou moins volontairement de ça. Mais ça empêche quand même, parce que pour réfléchir, il faut souvent structurer la pensée et formaliser ce que faisait Freinet avec sa pédagogie, faisait Kordak, enfin la plupart des grands pédagogues qu'on a retenus, c'est ce qu'ils ont écrit en fait sur leur pratique, et parce qu'ils ont formalisé leur pratique. Mais au départ, ça part de ce qu'ils ont construit, les allers-retours entre leur réflexion et le terrain. Et la pédagogie de projet, c'est un carcan mental dans lequel tu es obligé de t'inscrire pour formaliser ce que tu fais, et qui t'empêche complètement d'aller formaliser autrement ce que tu fais. Par exemple, si on devait, si tu vois n'importe quel animateur, c'est quoi le projet pédagogique de Soleil, en gros, il va te dire, nous, on a 3 grands principes, c'est le vivre ensemble, la participation, l'individualisation. Voilà, c'est pas des objectifs, c'est des principes. Après, on a des outils, mais en fait, les outils répondent aux 3 principes à la fois, c'est une manière de formaliser qui sort de la méthodologie de projet, mais qui marche. On a toujours réussi à transmettre notre pédagogie, comme ça. Donc en fait, il y a une infinité en fait de formalisation de pédagogie que la méthodologie de projet efface complètement, parce qu'en fait, qui est-ce qui pense la pédagogie, la pédagogie sur un centre ou dans une colo, c'est l'équipe d'animation et en particulier la direction. Sauf que si la direction avance la méthodologie de projet, la formalise comme ça, et les animateurs, ils se démerdent avec ça, quoi. Et on leur confisque le pouvoir de formaliser autrement leur pratique. Oui. Et même si je pense qu'on l'a tous vécu, on va le faire un petit peu en loose day derrière voilà. En fait, c'est juste que quand on arrive à faire ça, déjà on est limité. Et on est obligé de déployer de l'énergie et des stratégies pour faire un truc qui sera en douce, ou un peu quand même que ce soit caché ou pas assumé. Et du coup, ça limite quand même ces possibilités-là, quoi. Il y a une sorte de domination, je pense, dans une structure d'animation, une ville ou n'importe une asso, peu importe. Celui qui a la maîtrise la plus pointue de la méthodologie de projet, c'est le chef, quoi. C'est lui qui va valider si ce que tu fais est bien ou pas bien. Alors que donc il y a ça, et du coup il y a aussi celui qui veut juste créer l'animateur ou l'animatrice qui veut juste créer un moment cool avec tous les gamins, mais qui va pas savoir le formaliser, l'écrire sous forme d'objectifs, de trucs, qui va pas utiliser les bons codes, le bon vocabulaire, il y a une question de domination, soumission, et le filtre, c'est ça. C'est tu connais pas la méthodologie de projet, ce que tu fais, c'est pas terrible. En évaluation, tu vois, par exemple, c'est bien, ton stage pratique se déroule bien. Par contre, tu devrais, tu vois, là, par exemple, ton objectif de ton activité, c'est quoi? Combien de fois, sûrement, les directeurs font ça. Et en fait, de cette façon-là, en gros, on dit, bon, moi, je suis bon parce que je sais. Ah non, ça, c'est pas un objectif. C'est favoriser, là, tu vois, c'est pas permettre. Tu vois. Et l'autre, du coup, il dit, ah putain, merde, c'est favoriser, j'ai dit permettre. Et en fait, c'est une forme de soumission à ça. Et ça sert à ça, je pense, aussi. Il faut s'émanciper de ça. Moi, c'est exactement, je suis complètement d'accord avec tout ça. Et quand je repense les projets pédagogiques, éducatifs, dans mon expérience, à chaque fois, c'était, on le lisait une fois, que ce soit en formation BAFA, en préparation avec l'équipe. C'est une validation hiérarchique, une validation institutionnelle. Donc, il faut effectivement maîtriser si on veut lancer d'autres trucs, mais c'est un peu, la chose l'épreuve qu'il faut passer pour la dépasser, quoi. Mais ça allait pas plus loin. Après, effectivement, donc, ce que vous dites, ça colle avec ça. Mais il y a eu un moment où parce qu'on parlait pas moi, à l'époque, on parlait pas de pédagogie de projet. Il y a un projet éducatif. Et puis après, j'ai vu beaucoup de l'éducation populaire ou de critiques du projet et la pédagogie, et ça avec le management, avec le côté descendant, quoi. Et ça m'emmerdait parce que projet, moi, j'ai toujours, même avec les projets pédagogiques, avec ce qu'on faisait, qu'on formulait, et puis après on faisait ce que, en essayant à peine de rester dans les cadres, parce que
il y avait ouais, la créativité, l'amplitude, l'endroit, les personnes, et ça se crée, tout ça. Mais l'idée de projet, c'était quand même, vous parliez d'une intention, et voilà, qu'on soit, qu'est-ce qu'on veut faire, et faisons-le, et donc, et pour moi, c'est le projet, juste de manière montante, quoi, de manière qui se construit au fur et à mesure. Et donc, j'ai un petit peu compris la critique par le côté management. En plus, je l'ai expérimenté après dans d'autres circonstances où effectivement c'est c'est un jargon qui, le côté des experts qui évaluent. Je voyais plus l'évaluation comme chose à critiquer, comme l'évaluation avec tout ce domaine-là. Et il y a récemment un truc qui me fait pas mal cogiter sur sur ces questions-là, c'est ça renvoie aussi à la performance, les résultats, voilà. Et je vous dis parce que ça me mettait des mots et sur quelque chose que on a toujours pratiqué. C'est Olivier Hamon, il s'appelle, en gros, il parle de la robustesse, la robustesse à la place de la performance. Oui. Et où il explique que lui, ça parle c'est un biologiste dans le monde du vivant. On reproduit les choses, les fleurs se reproduisent de manière quasiment identique, et il y a une continuation et un développement tout à fait harmonieux dans l'aléatoire, dans la diversité, dans la fluctuation, alors que la performance, c'est l'inverse, c'est quelque chose de figé, avec des objectifs, on rationalise, à la fin on voit que qu'on est éloigné ou quoi, on aménage le truc, mais cette opposition un peu, j'ai l'impression d'avoir toujours vécu en se démerdant, hein, et là ça met des mots, le côté robuste. En plus lui là il le présente comme une voie actuellement moderne, que ce soit politique, de société, et ça me parle tout à fait là dans ce qu'on dit, la robustesse contre la performance. C'est on voulait aborder une dernière petite chose avec vous. On vous propose d'introduire, si on ne veut plus travailler comme ça, si on ne veut plus réfléchir comme ça, quelles difficultés on va rencontrer, comment on peut les anticiper, quels freins on va avoir. Introduit, et puis après on débat dans la salle, parce que là vous pouvez aussi apporter vos freins à cette question-là, parce que on est issu aussi en tout cas moi j'ai eu beaucoup ces freins-là, parce que j'ai été issu de la formation méthodologie de projet, et encore on vient d'en avoir. Peut-être réfléchir collectivement à quel levier on peut avoir pour sortir de cette pédagogie par objectif. Effectivement, je pense qu'on en a abordé quelques-uns là déjà. Les contraintes qui peuvent venir quand on est dans le cadre d'une formation. C'est aujourd'hui quasi impossible de valider un BP ou même un BFD en faisant autre chose que ce qui est attendu. Impossible, quasi impossible, pas impossible, mais complexe. Par contre, c'est pas parce qu'on donne le change à un endroit qu'on peut pas faire autre chose une fois qu'on est diplômé, ou en dehors de son cursus de validation, parce que dans notre structure, on nous laisse faire des choses. Je pense moi à des stagiaires BFD qui font des choses, mais qui vont pas dire tout ce qu'ils font dans leur bilan, parce qu'ils savent que sinon, ils arrivent avec un boulet au pied, quoi. Ils se mettent en difficulté. Donc ça, c'est un premier frein, mais bon, celui-là, il se dépasse, je trouve, assez vite. Nous, ce qu'on a identifié avec des collègues, c'est... tu vois, la question, tu fais quoi par rapport à l'inspecteur jeunesse et sport qui te demande tes objectifs? Nous, on s'est rendu compte qu'une quand même assez bonne maîtrise de la législation permettait de dégommer des idées reçues. Typiquement, l'objectif n'apparaît nulle part dans la législation. Le projet pédagogique
dans la législation, ça s'appelle un document pédagogique et pas un projet. Sauf à un autre endroit où il revient, mais dans la définition initiale de qu'est-ce que doit apparaître dans ce document, c'est un document. Et on arrive déjà à enlever la notion de projet dans les écrits législatifs. Donc voilà, ça nous permet aussi à un moment de pouvoir argumenter face à soit des contrôleurs, soit des décideurs dans notre hiérarchie. En fait, j'ai le droit. Déjà, rien que ça. Ça permet de lever des freins pour essayer de faire autre chose. Une difficulté reste, principalement, moi, ce que j'ai vu, c'est convaincre. Alors, soit on crée sa structure, on n'a plus personne à convaincre, c'est quand même pas mal. C'est pas toujours le cas, de toujours, voilà, si je suis animateur jeunesse, je vais pas créer ma MJC ou mon secteur jeune dans ma vie. Enfin, en tout cas, c'est pas souvent la possibilité qu'on a. Donc, convaincre, c'est pas le plus simple. On a identifié deux stratégies possibles. Vraiment être en capacité de dire ce qu'on fait et de faire ce qu'on dit. On en avait aussi parlé pas mal à une époque avec Jean-Michel. Pour ça, du coup, il faut déjà avoir expérimenté. C'est-à-dire que moi, je prends une direction de séjour cet été. Avant de vouloir faire autre chose que ce que tout le monde connaît, je vais aller faire à Nîmes ou adjoint à un autre endroit, je sais pas, à Eva Soleil par exemple, ou à d'autres endroits, pour pouvoir en fait pas rester dans la théorie et la projection, mais en termes de visée, quoi, très large, et pouvoir à un moment dire à mon employeur, à mon chef de service, non, mais en fait, c'est ça que je vais faire. Et c'est comme ça que je vais le faire parce que je l'ai déjà expérimenté et je peux te dire, dans les grandes lignes, on ne sait pas exactement ce qui va se passer le lundi matin, c'est sûr, mais voilà, d'être transparent. Et de pouvoir, du coup, argumenter derrière. Le fait, on l'a un petit peu abordé, mais le fait de maîtriser les codes de vocabulaire et de structuration actuelle permet aussi, des fois, de réussir à faire entendre que c'est quoi, si tu veux que je rentre dans la méthodologie de projet, je vais te l'écrire ton projet pour que toi, tu puisses le filer à la CAF, au département. Mais en fait, ce qu'on va faire réellement, c'est autre chose. Et du coup, ça rassure aussi les chefs et les décideurs de dire, bon, si vraiment à un moment, c'était pas ça, on pourra toujours dire, mais si on a écrit le projet, mais on n'a pas fait exactement ce qui était prévu, mais on va se remettre dans ce que tout le monde connaît. Ça rassure. Et la dernière possibilité que j'ai identifiée, c'est vraiment de le faire en douce, complet. Non, mais moi, j'ai pris un BAFA où on m'a pas demandé de grille, très bien. Si m'en avait demandé, je l'aurais donné. Puis en fait, j'ai fait ce que je voulais être dedans. Quand la responsable de formation est passée, hyper surprise, mais en fait, on est à J3, il est un peu tard pour tout foutre en l'air, quoi. Puis en fait, elle voit que ça marche. Et du coup, à partir de là, on avait construit un BAFA sur... il y a quand même... On sort pas complètement de la méthodologie de projet dans un BAFA, puisqu'il y a une intention de formation, mais on n'avait pas de grille initiale, on n'avait pas de moyens d'évaluation en avance, on n'avait pas tous nos objectifs prédéfinis à part voilà, il va falloir qu'on voit certaines choses. Et ça passe ou ça casse, quoi. J'ai pas été réembauché. Bon. Moi, je le vis pas mal, mais voilà. Après, il y a aussi la question de si on bosse dans la longueur, si on a envie de créer des partenariats, vaut peut-être mieux pas le faire en douce, mais en tout cas, ça reste une possibilité aussi de faire des choses. Il y a un truc aussi à avoir en tête, moi là c'est mon vécu d'animateur, c'est aussi comment je vais réussir à emmener des gens dans des projets dont ils n'ont pas du tout, des manières de travailler plus que des projets dont ils n'ont pas du tout l'habitude. La plupart des animateurs, animatrices que vous allez embaucher, ils ont été du coup formatés à la pédagogie de projet, puis vous allez leur vendre un truc où c'est complètement autre chose. Jean-Michel en témoignerait très très bien, c'est pas évident. En tant qu'animateur, moi le premier, il y a une déconstruction hyper dure, surtout si c'est des gens qui ont un petit peu de bouteille là-dedans. C'est violent, ça déstructure, et il y a de la... Comment j'abandonne tout ce qui me rassurait pour aller vers un truc qui a l'air génial, mais qui casse mes fondations, quoi, qui fait flipper. Et ça, je pense qu'il n'y a pas de recette à part à nouveau savoir où on va, avoir quand même un petit peu de solidité dans nos expériences, rassurer, accompagner, accepter de là où les gens viennent. Et puis faire des réunions jusqu'à 3h du mat pour déconstruire ce qui se passe sur la colo, quoi. J'imagine que vous en identifiez d'autres, des freins. Moi, en tout cas, c'est ceux que j'avais identifiés. Et c'était aussi pour amorcer l'idée que ne partons pas en mode « Waouh, c'est trop bien, j'y vais et en fait, tout va bien se passer ». C'est pas si simple. Mais c'est pas non plus irréalisable. On va au casse-pipe et ça va pas marcher, quoi. Si, il y a plein d'endroits où c'est possible. On a un collègue qui l'a fait dans un centre social pendant 5 ans sur un espace jeune et centre aéré, qui a du coup dû convaincre... alors, la structure l'a accepté là-dessus, mais le travail avec les parents a été
Ça a duré 3 ans avant qu'ils comprennent ce qui se passe, quoi, les parents. Mais voilà, ils savaient ce qu'ils faisaient en équipe, ils ont construit, et en fait, à la fin, c'est pas possible à cet endroit-là de faire autre chose. Une fois qu'on voit tout ce que, enfin, on arrête de faire des semblants de projets pour essayer de faire ce qu'on veut vraiment, en fait, on le fait vraiment, puis on l'assume, puis on le dit, puis, enfin, voilà. Je sais pas si vous identifiez d'autres freins potentiels à ne pas faire de la méthodologie de projet. Déjà, est-ce qu'ils sont convaincus de ne pas en faire? Non, mais même sans avoir envie, peut-être que vous avez, enfin, moi, j'ai pas de, je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais si à un moment vous disiez, je veux faire autrement, quel frein peut-être vous identifieriez? Peut-être parce que là, on se place un peu du point de vue d'un directeur, d'un coordinateur qui cherche à faire ça. Aussi parce qu'il y a pas mal d'animes, dans la salle. Pour l'avoir vécu, après les sorties d'Eva Soleil, première colo, machin, je vais tester d'autres trucs. C'est pas facile de se rendre compte que ça fonctionne pas. C'est pas la même chose. On veut juste penser sans utiliser du bullshit. Ça, rien que ça, déjà, c'est très dur. Pour penser tout court, déjà bien. Et bon, je trouve qu'il y a aussi des sentiments qu'on des sentiments, des émotions qu'on vit, qui culpabilisantes parce qu'on se dit j'y arrive pas. Je me dis je vais changer le truc de l'intérieur. Je suis dans une équipe, il y a personne qui est d'accord avec le cas. Mon directeur ne comprend même pas ce que je raconte. Je suis tout seul dans mon délire. Et c'est culpabilisant, et donc c'était un petit mot pour tous les animes qui vont sortir de là en essayant de faire quelque chose et qui vont peut-être se planter, et c'est pas grave, ou pas se planter, mais en fait ils vont pas s'en rendre compte. Ça peut être difficile de pas aller de pas réussir à changer un système de l'intérieur, parce qu'en fait c'est un peu le discours qu'on nous raconte, mais c'est chaud, quoi. Ouais. Je me permets de rebondir tout de suite parce que ça me paraît important. Enfin, un coordo va avoir des difficultés, un directeur aura un peu plus de difficultés, un anime beaucoup plus de difficultés à faire vivre de manière un peu structurelle une démarche autre, effectivement, parce que les strates hiérarchiques, quoi. Si vous êtes anime, moi aussi quand je suis anime, si je signe sur un projet qui est en méthode de projet, machin et trucs, je peux avoir autant d'années d'expérience que je veux, je vais me casser la gueule, va falloir que je me plie aux règles du jeu, quoi, tu vois. Je suis assez d'accord avec toi. Même si on y va et qu'on a envie de changer les choses, faut être indulgent avec soi-même. Et à tous les niveaux, je pense que quand on arrive comme directeur dans une asso, directrice dans une asso, on va peut-être réussir à faire un truc bien sur notre séjour, notre colo, faire bouger la structure globale associative quand c'est plusieurs séjours, hein, pas format Eva Soleil, mais quand il y a plein de colos organisés, ça met du temps, ça demande de l'énergie, et potentiellement, c'est un peu comme quand on est en accueil périscolaire avec les matères, il y a un moment, on n'y arrive pas, quoi. Là, c'est la même chose, quoi. Moi, j'en trouve aussi pour les animateurs, l'histoire du colibri, la légende du colibri, faites-le. Moi, c'est ce que j'ai eu la chance d'être formé par des mecs qui respectaient pas trop le cadre qui avait été établi. Mais faites les choses. Là, vous avez l'information du discours dominant normatif. Et à un moment donné, si je dois te dire à toi qui viens me contrôler, me surveiller, ce que tu veux entendre, moi j'ai toujours dit, les animateurs, c'est eux, vous êtes les premiers sur le terrain. Si je veux faire de la merde, je ferai de la merde. Si je veux faire quelque chose de positif, je le ferai. Qu'il y ait un directeur, un super directeur, un coordinateur, ou je sais pas, c'est vous qui maîtrisez le terrain avec le public, vous êtes face à lui. Si vous voulez si vous devez faire ce en quoi vous croyez, là, ce qu'on voit là depuis le début, faites-le. Mais ayez juste en tête que l'autre au-dessus de vous, ce qu'il veut entendre, c'est son bullshit, là, comme vous dites, là, le terme. Et dites-lui ce qu'il veut entendre. Moi, je veux pas trop, j'avais jamais trop respecté le cadre. Mais c'est à un moment donné, c'est de vous dire, faites-le, ça apportera ses fruits, peut-être là aujourd'hui, mais peut-être dans 10 ans. Mais c'est déjà une réussite. On changera pas une équipe, on changera pas un fonctionnement, on vous demandera toujours des objectifs. Dans beaucoup trop de structures, on vous demandera d'être cadré et compagnie, d'être normatif. Mais à un moment donné, mais faisons les choses à notre échelle et avec avec ce qu'on est, et ça sera déjà une étape de passé. C'est ça. Je suis d'accord sur les directeurs, c'est pas le plus gros frein. C'est-à-dire qu'ils peuvent comprendre. Parce qu'ils ont assimilé la méthode du projet, mais ils ont aussi déjà un peu déconstruit. Ou ils ont déjà des critiques à faire dessus, des fois.
des fois, les plus gros freins aussi, c'est les équipes autour de nous qui ont le même niveau de même échelon, en fait, et qui sont formatés et qui n'ont pas, enfin, Tristan ou eu accès à les constructions du modèle. Et pour eux, bah, tu critiques le méthode de projet, c'est-à-dire que tu pars au pif dans ce que tu fais. C'est ça dans leur tête que quand tu dis. Et des fois, c'est autour de soi que c'est le plus dur. Ouais. C'est pas toujours en confrontation avec les hiérarchies, quoi. Mais je pense que le résultat, ça reste l'enfant, le jeune, c'est ce qu'il vit, et malgré que l'autre soit formaté, même si peut-être sur le mieux, il va le voir, il va le constater de lui-même, que l'impact y est, sans être dans la même logique de, on m'a expliqué, BPGM, UC4 et compagnie, enfin ils le verront par le résultat direct du public. Enfin, quand un public choisit d'être à gauche ou à droite avec un tel ou un tel, c'est aussi révélateur de ça, parce que tu peux être le meilleur animateur. Enfin, tu dis ouais, j'ai des objectifs bon public, j'ai fait mon diagnostic, et l'enfant, ce qu'il veut, c'est être avec l'autre animateur là-bas, qui a rien posé, qui a rien cadré, mais il lui apporte, il y trouve son compte, l'enfant, avec lui. Donc, enfin, faut aussi qu'on se re-questionne aussi sur notre place avec les enfants. Et enfin, je sais pas si c'est très très coordonné ce que je dis, mais on a une impact, chacun a une impact avec le public, et c'est et les règles, les objectifs et compagnie. Enfin, elles vont dépendre de tellement de moyens. Enfin, faites les choses. Enfin, il y a quand même un truc qui joue en la faveur de quitter ça. Moi, je l'ai vécu quand j'ai été coordinateur, notamment dans des villes où et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de villes quand même. Il y a un truc qui joue en notre faveur, c'est que la pédagogie par objectif dans une grosse structure, comme ça marche pas, il y a des gens en souffrance, il y a beaucoup d'absentéisme, des projets qui sont routiniers, il se passe rien sur les centres de loisirs, tout le monde s'emmerde, personne n'a envie de travailler, etc. Dans la fonction publique, il y a beaucoup de structures comme ça quand même. Je dis pas que c'est que ça, mais bon, ou alors j'ai vraiment pas eu de bol, quoi. Et donc du coup, parce que t'as été ma responsable. Et donc du coup, quand t'arrives, alors peut-être pas en tant qu'animateur, parce que parfois c'est difficile, mais dès que t'es directeur d'une structure ou cordo, et que tu apportes autre chose, parce que ça, le fait d'inventer, créer ensemble, réfléchir, tout ça, c'est hyper valorisant, c'est hyper intéressant, ça redonne du plaisir, ça redonne l'envie en fait de faire de l'animation, ça remet au centre des discussions l'enfant, la place de l'enfant, comment on peut faire. Et souvent, moi, à chaque fois que je suis intervenu dans les villes où c'était flippant, tellement que c'était l'ambiance de la mort, quoi. Avec pas grand chose, ça se rallume, quoi, parce que les gens ils sont là, en fait, ils sont animateurs, ils ont envie de bien faire à la base, ils ont envie de s'emmerder, il y a personne qui est heureux de cette situation. Et quand tu rallumes 2-3 trucs comme ça, sans dire on va tout déconstruire, je sais tout faire, sans le dire en fait, mais juste moi, il y a une ville où je suis à Garges de Gonesse, hein, mais si tu y étais pas, quand je suis arrivé, j'ai juste écouté les uns les autres. J'ai fait des entretiens, qu'est-ce que t'as à dire, machin. Et à partir de l'analyse des entretiens, et sans rien inventer, j'ai juste repris ce qu'ils ont dit, quoi, et on a fait. Et ça a marché, et voilà, c'était aussi simple que ça. En fait, il y a pas. Je pense que un truc. Donc, quand on est animateur, qu'on arrive d'une structure et qu'on voit que la structure elle pue un peu, voilà, et que nous on arrive, on apporte de la joie, on apporte des choses nouvelles, tout ça. Si on n'est pas donneur de leçons, si on fait son petit truc, mais on le fait bien, en fait, ça arrange tout le monde. Souvent, c'est ce que tu dis un peu. Voilà, tu vas avoir des enfants. Par exemple, tu vas avoir des enfants autour de toi. Ton fan club, ça va être des enfants que personne veut parce qu'ils sont chiants dans la structure, ils emmerdent tout le monde et tout. Et toi, ils trouvent leur compte avec toi. Et du coup, ça va arranger quand même vachement le directeur, quand même. Quand t'es directeur d'une structure et tu vas faire du projet. Il y a plein de trucs qui va se passer dans ta structure et tout, et c'est cool, et du coup, ça va arranger le cordeau, qui va dire, putain, il est bien, ce directeur, machin, ça. Donc, en fait, il y a quand même, cette chance qu'on a, c'est que c'est facile de rallumer en repartant tout simplement, en repartant comme quelqu'un qui a jamais fait de l'animation et qui, c'est quoi, un centre de loisirs, des enfants, qu'est-ce qu'on fait? Et puis voilà, c'est tout. Et puis, ok, allez, on y va. Première idée, c'est parti.
Et en fait, ça rallume en fait des feux éteints. Il y a quand même pas mal d'animateurs que moi j'ai connus. Il y en a un ici là qui était hyper passionné et qui quitte le navire parce que c'est impossible de travailler. C'est Nassim, pour ceux qui n'avaient pas cramé. Et donc il y a beaucoup d'animateurs quand même qui quittent le navire tellement que c'est lourd, chiant. C'est pas du tout plaisant en fait l'animation. Enfin, en tout cas pour moi, d'avoir vécu, de travailler et avec Nassim et avec, parce que moi j'ai cumulé, hein, j'ai eu Sylvain, Nassim, voilà. Ne croyez pas que vous allez perdre du temps à aller convaincre et expliquer ce que vous faites sur le terrain. C'est aussi important parce que c'est pas parce que votre supérieur hiérarchique a une obligation de travailler, de faire des projets, de rendre des comptes à son élu, etc., qu'elle n'est pas en capacité d'entendre autre chose. Voilà. Et de laisser faire sur le terrain autre chose. Et d'aller en capacité d'aller défendre autre chose au-dessus d'elle. Oui, je parle de moi. Ouais, c'est ça. Quand on dit, ouais, enfin moi je pense que quand on explique, tu vois, moi il y a des trucs, j'ai pris conscience d'un certain nombre de choses en travaillant avec Sylvain, parce que j'étais formaté, bien formaté aux méthodologies de projet, planning, quand il m'a dit bon, on commence à enlever les plannings, je me dis mais ça va pas, non, on va voir la révolution. Et puis en expliquant les choses, en travaillant, en démontrant les choses aussi. Ça, je veux dire, moi je suis très pratico-pratique, hein, donc dès qu'on m'a démontré, enfin, je suis très terre à terre, très pratico-pratique, et il n'y a pas des freins, enfin les freins ils sont pas non plus énormes, quoi. Une fois que tu as réussi à travailler avec ton équipe, que tu as réussi à démontrer que ce que tu fais sur le terrain marche, ça roule, hein, ça roule. Puis en vrai, tous les freins se lèvent, parce que les parents sont contents, les gamins veulent revenir, les animateurs sont contents, ils font plaisir, c'est pas si difficile, en vrai. Est-ce que quelqu'un veut conclure ou peut-être apporter un élément sur pour expliquer qu'on cherche à faire autrement. Je partage complètement qu'il faut démontrer ce qu'on fait. Et quand ça marche, en fait, on est imbattable. C'est-à-dire, si les enfants sont contents, les parents sont contents, les machins sont contents, tout le monde est content, en fait, on peut continuer à vitam aeternam. Alors ça, c'est vraiment un élément majeur. Mais il y en a un second qu'il faut pas oublier, qui est que les métiers de l'animation, c'est un métier de courant d'air. En fait, il n'y a pas de théorie, ou très peu. Ou en tout cas, ceux qui utilisent de la théorie n'utilisent jamais la bonne. En gros, quand on est en formation, pour expliquer ce qu'on fait, il faut qu'on s'appuie sur de la théorie. C'est comme ça qu'on fonctionne en France, c'est pas comme ça partout, mais beaucoup, il faut une théorie pour expliquer ce qu'on fait, comment on fait, etc., etc. Et quand on est dans les formations, quand on regarde la littérature de l'animation, en fait, on a beaucoup la réglementation, qui est une théorie. On a beaucoup d'apports de l'ordre de la psychologie, parfois un peu de sociologie, mais ça reste très rare. Mais après, c'est tout. On n'a pas d'autres éléments sur lesquels s'appuyer. Alors, Sylvain, c'est pour ça que j'ai souri tout à l'heure en disant que je suis pas d'accord avec lui, mais il y a un article sur le site d'Eva Soleil entier sur comment s'émanciper de la pédagogie par objectif. Truc qui doit dater d'il y a 10 ans ou 8 ans. Ce texte qui est écrit sur le site, il a une force qui est assez redoutable. Et ce texte-là, quand on l'utilise pour des gens et expliquer ce qu'on fait en disant voilà ce qu'on essaye de faire, etc., ressortir ce texte-là, qui a la force des 15 ans de vie d'Eva Soleil, de gens qui ont, parce qu'il y a des interviews, etc., donc ça commence par Cyril Déhy, qui est docteur en sciences de l'éduc, et ça dit quelque chose. Et en fait, moi je suis suffisamment vieux aujourd'hui pour le dire, mais quand nous on a commencé il y a 25 ans, presque 30 maintenant, il y avait une personne qui avait écrit un truc qui s'appelait Jean Housset, il y en avait un. Et le problème, c'est quand vous lisez Jean Housset, vous comprenez rien, parce que le truc vous tombe des mains. C'est hyper compliqué à lire. Et en fait, c'est très difficile. Sauf que, depuis, il y a Eva Soleil, Courcelles, Ben, et d'autres, Baptiste, Cyril, etc. Et en fait, les écrits, ils existent aujourd'hui. Et vous pouvez vous en servir. Vous ouvrez le journal de l'animation. Aujourd'hui, il ne doit pas y avoir un mois où il n'y a pas un article qui vient critiquer la méthodologie de projet, la pédagogie par objectif, telle approche qui ne sert à rien. En fait, aujourd'hui, la littérature, elle existe. Elle est démontrée, elle est sourcée, elle est référencée. Je pense aux derniers travaux de Baptiste sur
sur la forme scolaire, enfin où il raconte dans un document de l'INJEP qui est un comité de lecture et tout ce que vous voulez, qui dit en fait les centres de loisirs, ça fait 45 ans qu'ils fonctionnent de la même manière, de forme scolaire, c'est un enfer, la vie des gamins est jamais entendue, on est sur du programmatique, tout ça est écrit. Et en fait, vous pouvez vous en servir pour dire, en fait, moi je veux faire ça. Comme il y a 50 ans, il y a des gens qui disaient, moi je veux faire du Freinet. Ou, comme il y en a quelques-uns aujourd'hui, qui disent, moi je vais faire du Montessori. Bon, en général, ils l'ont jamais lu, mais ils disent quand même ça. Et dès lors qu'on a dit ça, en fait, ça nivelle, en fait, on peut... Donc, il faut aussi aller chercher ces trucs-là. Ils existent. Et je redis, le truc sur la pédagogie par objectif d'Eva Soleil, il est incontournable si on veut que des gens comprennent un tout petit peu ce qu'on fait, et on donne ça, c'est pas très long à lire, et ça en fait c'est hyper important. Donc, il faut aussi s'appuyer sur ces éléments-là, ils existent, il faut les sourcer, les référencer, les donner, les donner en lecture, etc. Parce que ça a une vraie valeur en fait, ça a autant de valeur qu'un bouquin de Corzac. Hein. C'est juste les Corzac d'aujourd'hui en fait. Tu vas le faire pleurer, regardez. Pas la responsabilité du truc. On a les articles bien. Qui va sortir. C'est pour ça quand il a dit on fait pas de pédagogie, machin, on n'est pas des fous de pédagogie. Moi je veux bien revenir sur c'est hyper intéressant les termes de théorie, d'écrit, de pédagogie. Et je trouve qu'il y a vraiment un truc à se réapproprier, mais c'est pareil dans le travail social, le formation de travail social aussi, où il y a beaucoup de bullshit, beaucoup de mots tout, etc. Et il y a vraiment à se réapproprier l'écrit et la formalisation de ce qu'on fait. C'est pour ça aussi qu'il y a un truc qu'on disait de faire de l'écriture à la Soleil, beaucoup, et il parle tout le monde. Il y a Laurent, il est pareil, il écrit tout le monde sur ce que les gens font, etc. Et faut vraiment se réapproprier l'écrit autrement que par ces trucs imbuvables de l'automologie politique. Sur ce que tu dis, notamment sur le travail social, il y a un travail scientifique qui a fait une conférence de consensus sur les besoins de l'enfant. Ce truc est absolument génial parce que pour la première fois, on a un truc qui est différent de la pyramide de Maslow. Et ce truc est génial, non pas pour ce qu'il produit, parce qu'il produit les mêmes trucs, les besoins, etc. Il produit un concept qui est fondamental, qui est qu'il y a un méta-besoin de sécurité chez les enfants. Et le méta-besoin de sécurité, c'est le besoin qui est au-dessus de tous les besoins. Et qu'est-ce que c'est que le méta-besoin de sécurité ? C'est qu'on en prenne soin, qu'on ait des relations avec lui, et ils ne l'écrivent pas comme ça, mais qu'on ait de l'amour pour les gamins. Dès lors que c'est ça qui nous guide, tout le reste, on s'en fout. Et ça, c'est fondamental. Et ça, c'est écrit, c'est sourcé, c'est la conférence de consensus, c'est du travail social. Et à partir du moment où on sort ça, en fait, faisons des colos où on aime les gamins, en fait. Un BAFA de 5 minutes. Voilà. Pas où on a de l'autorité sur les gamins. Pas de l'autorité, pas faire jouer. Non, juste aimer les gamins avec lesquels on va vivre. Voilà. C'est je vous mettrai la référence, c'est sur le compte-rendu de la conférence de consensus sur les besoins des enfants. L'article, c'est la Soleil. Il y a le schéma. Et le document, il est en ligne sur un site tout à fait officiel. C'est écrit par un médecin. Je te sors la référence, je te la donne. Je sais pas, donc quand vous dites, champ maintenant, on n'y est pas souci, mais tu parlais des obstacles, et enfin depuis tout à l'heure, vous n'arrêtez pas de dire c'est facile. Et en fait, pour moi, il y en a deux. C'est premièrement, c'est pas facile pour tout le monde. C'est-à-dire que tout à l'heure, tu parlais de cette capacité aussi à naviguer dans un système réglementaire, etc. C'est pas donné à tout le monde, en fait. Et puis la deuxième chose qui est pas facile, c'est que je trouve que ce que vous décrivez, en fait, c'est beaucoup moins confortable que la méthodologie que j'ai. Ça demande beaucoup plus de temps en équipe, beaucoup plus de temps aussi d'observation, beaucoup plus de... Tu parlais d'écrire, en fait, écrire, c'est du temps. En discuter, partager, se mettre d'accord, c'est du temps. Ouais, c'est tout un équilibre. Aussi, vous dire aussi ça, c'est que c'est un engagement et quelque chose de limitant derrière ça et que bon, voilà, c'est pas un obstacle, mais c'est un engagement, quoi. Je nuancerais juste un peu, je suis d'accord, hein, c'est quand même ça demande un peu plus de temps et c'est pas très confortable, ça je suis complètement ok. Par contre, toute l'énergie qu'on s'est dégagée à arrêter de faire ce qu'on est censé faire attendu, tout de suite ça, et à partir du moment où on n'a plus d'objectifs sur les enfants, en fait aussi moi c'est mon vécu, hein, notre travail change.
se décale. Et en fait, moi, quand je travaille comme ça, les journées, en fait, j'ai du temps. Clairement, dans la journée, il y a des moments où je n'ai pas besoin d'être en surveillance, en vigilance, en contrôle, parce que c'est autre chose qui se passe. Et je discute avec des enfants, mais aussi des fois, je prends des notes ou je relis mes notes, je discute avec des collègues. Et enfin, pourtant, on est le même effectif, les mêmes conditions matérielles. Ça, il n'y a rien qui a changé, quoi. Mais notre travail change, quoi. Mais c'est vrai que ça reste quand même, surtout au démarrage, hein, toute la phase de déconstruction, elle est exigeante et déstabilisante, ouais. Je suis d'accord. Oui, c'est le chemin de travailler en méthodologie de projet, se faire déconstruire, ou on se fait déconstruire. De préférence, c'est mieux quand on est accompagné. Pour arriver à autre chose, ce temps-là, il est horrible. Lui, il le sait, moi je le sais, parce qu'on l'a fait sur nous, c'est horrible. On ne sait plus ce qu'on fait, on perd pied, on a l'impression que le sol disparaît, on est là comme des cons au milieu de gamins, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus ce qu'on dit, on ne sait plus si on a le droit de faire. C'est horrible. Et à un moment donné, on switch. Et une fois qu'on a switché, c'est impossible de faire machine arrière. Impossible. Moi, j'ai récupéré des animateurs en larmes. Oui, vraiment, des gens solides avec qui j'avais bossé. Moi aussi. Et effectivement, il y a un moment, en fait, ces mêmes animateurs, aujourd'hui, ils sont directeurs et ils s'éclatent dans ce qu'ils font, quoi, tu vois. Mais j'ai un animateur avec qui je bossais pendant longtemps en pédagogie par objectif. On a fait une colo ensemble différente. On a gardé des liens, mais on n'a plus jamais bossé ensemble. 5 ans après, il m'envoie un texto, il me dit « ça y est, j'ai compris ». 5 ans. Mais une question, il y a beaucoup de freins quand même qui sont psychos, qui sont pas réels, qui sont des freins que tu te mets, en fait, tu imagines des choses. Moi, ça m'arrive de faire des formations sur les projets d'enfants, et quand les équipes me renvoient des choses qui n'existent pas, en fait. Ils disent, mais il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça. Mais non, c'est pas vrai, il se passe rien de ce que tu racontes là. Tu psychotes pour rien. Il va se passer, tu vas voir, ça va se passer très très bien. Donc, je pense qu'il y a derrière, il y a des freins, il y a des freins que tu t'inventes. Et puis, surtout, par contre, il y a quelque chose de réel, c'est qu'il y a un partage de pouvoir à faire. Et ça, il faut l'accepter dès le départ. C'est-à-dire, si tu veux garder le pouvoir, parce que la pédagogie par objectif, c'est j'ai tout le pouvoir. En tant qu'adulte, c'est moi qui décide. Je connais tes besoins, c'est moi qui décide comment ça se passe. Alors que toutes les autres pédagogies, il y a un peu plus de pouvoir partagé. Et là, par contre, si t'es pas d'accord avec ça, et si t'as pas ça mérite de l'expérience, je pense. C'est peut-être la seule partie du processus de transformation qui mérite un peu d'expérience, parce que ça mérite un peu de confiance en soi. De se dire, bah voilà, c'est pas grave, je vais perdre du pouvoir, mais en fait, c'est pas grave. C'est pas parce que je vais perdre du pouvoir que je vais mettre tout le monde en insécurité, ou que ça va mal se passer pour moi, ou que... Mais il y a quand même... je pense que la vraie raison des peurs qui sont inventées, c'est ça. C'est est-ce qu'on veut bien partager du pouvoir? Est-ce que parce que partager du pouvoir, c'est pas uniquement quand ça t'arrange, c'est pas uniquement quand les gamins vont décider ce que toi t'aurais pensé. C'est y compris quand les gamins vont pas être d'accord avec toi et vont vouloir faire ça que toi tu veux pas. Est-ce que t'es capable? Est-ce que tu vas? Oui. Est-ce que oui ou non? Et si c'est non, alors n'y va pas. Reste sur la pédagogie par objectif. C'est un peu ce que je raconte quand je fais des formations sur les assemblées, par exemple, ou les projets d'enfants. Parfois, il y a une volonté de ce serait trop bien qu'on fasse des assemblées sur mon centre de loisirs et tout, c'est trop génial, j'ai vu ça à la télé, c'est cool. Et en vrai, ok, mais s'ils décident ça, quoi, parce que il y a beaucoup de maires qui pensent sur les conseils municipaux d'enfants, où c'est de la singerie d'adultes, etc. Mais en fait, ça nous intéresse à partir du moment où ils choisissent juste la couleur du mur de la MJC. Mais dès que ça dépasse ça, non, on n'est pas d'accord. Et encore, il faut que ce soit entre vert et bleu. Et donc voilà. Donc il y a le vrai, pour moi, le vrai sujet, c'est le partage de pouvoir. C'est le vrai frein. Ça rejoint un peu ce qu'on disait en début d'après là. C'est un truc de faire confiance au gamin qui est au courant de ce dont il a besoin, ce dont il a pas besoin, et avoir confiance et le considérer comme une personne. Ce qui est toujours là-dedans après, pour et plus Hugo, c'est faut être droit dans ses bottes. Faut savoir pourquoi tu fais les choses, avoir du contenance, savoir l'expliquer. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, toutes les règles que tu poses, les limites, elles ont intérêt à tenir quoi.
elles ont intérêt à se tenir, et c'est pas juste parce que il faut faire ça. Mais c'est vraiment, ça s'y peut. C'est ça qui vaut l'expérience. Le mot de la fin, il est pour qui? Hein? Eh bien, écoutez, je vous remercie de cette richesse. Voilà, c'est fort intéressant. Je me suis même replongée dans mon passé, c'est hyper intéressant. Et puis, je pense qu'on va aller prendre l'apéritif. C'est ça? C'est ça le mot de la fin. Très bon. Merci. Merci à vous. Merci. Merci.